Sécure, épisode technique. Je suis accompagné d'Alex. Comment vas-tu? Ça va toujours bien. On sort d'une belle semaine trépidante la semaine passée. Je pense qu'on va en jaser. Mais c'est un peu l'objectif. Palo Alto est là, est au Hackfest depuis plusieurs années. Vous offrez un certain degré d'infrastructure sécurité dans laquelle vous managez sur place, ce qui vous donne une vue unique sur des trafics hostiles, parce que c'est quand même un environnement hostile, le CTF. C'est fait, c'est voulu comme ça. Je vais te laisser un peu nous raconter l'historique et tout ce qui va avec ça. Oui, donc à chaque année, depuis même avant que j'étais chez Palo, donc avant 2022, on est responsable dans le fond de gérer, monter l'infrastructure et sécuriser le CTF. Vous dites pourquoi sécuriser le CTF? C'est normal, ils vont attaquer des infrastructures. La raison, c'est qu'on a besoin de contrôler qu'est-ce qui se passe là-bas pour que les gens respectent le code de conduite et fassent, dans le fond, les CTF de manière sécuritaire. Donc, ne pas exploiter les infrastructures du CTF qui sont hors portée, ne pas non plus attaquer l'externe, parce que l'adresse IP publique qui est utilisée, on en est responsable. Il faut être certain que ça soit sécuritaire et que le centre des congrès puisse être confiant que l'événement est sécuritaire pour justement donner l'accès Internet et qu'on ait un niveau de diligence élevé pour surveiller l'événement au complet. Fait que la raison de notre présence vraiment, là, c'est qu'on a quand même une belle opportunité d'être là puis de construire un SOC de A à Z. Fait que Palo arrive avec les parfaits nouvelle génération, un SOC automatisé, des suites de produits de sécurité au niveau du cloud. Fait qu'on voit de l'utilisateur passer par le réseau jusqu'au Challenge Cloud et on a une traçabilité de bout en bout pour s'assurer que tout est normal en termes de vulnérabilité, en termes d'exploitation. Oui, c'est important de souligner que Palo ne fait pas que des firewalls, comme on pourrait penser chez certaines personnes. Il y a vraiment une suite logicielle de sécurité qui est vraiment complète, comme tu mentionnes, autant du endpoint que par le réseau jusqu'au cloud. Donc, vous êtes capable d'avoir cette visibilité-là dans ce contexte-là, de déployer tout cette stack de très beaux logiciels, là, par ailleurs. Là. Oui, c'est ça. En plus, ça nous donne beaucoup de training en étant sur place parce que avec la grosse couverture qu'on a, plus les challenges deviennent gérés par le cloud, plus ils se développent, plus on avait un challenge Active Directory complètement automatisé dans l'info nuagique cette année. Fait qu'il y avait plus de 260 serveurs, 5 ou 6 serveurs par équipe qui sont instanciés. Donc, ça commence à faire beaucoup de choses à gérer. Donc, on a besoin d'avoir cette traçabilité-là. Puis on fonctionnait, c'est ça, avec nos parfums, bien sûr, avec XIAM, qui est notre SOC, notre outil de SIM automatisé qui va aller. Il y a un SIM, un SOAR, il y avait un ASM à l'intérieur, donc un Attack Surface Management. On avait du App Security, qu'on voyait aussi le code qui était utilisé pour instancier les challenges. Donc, si les vulnérabilités sont normales d'être là ou pas. Et peut-être l'année prochaine, on va pouvoir avoir le LLM Security, être capable de voir s'il y a des challenges AI. On aimerait ça tester aussi certaines features de ce côté-là. Mais oui, c'est quand même une suite assez grande là, qu'on a de notre côté. Oui, puis qui est bien adapté au concept que le Hackfest, le CTA du Hackfest, la diversité. Puis justement, tu mentionnes le LM, je suis pas mal sûr qu'effectivement, l'année prochaine, il va y avoir des challenges comme ça. Donc, ça va être un beau terrain d'entraînement pour vous autres de jouer avec ces outils-là dans un contexte peut-être pas de production, mais il est quand même, en certains égards, pour la fenêtre d'opportunité du Hackfest, qui est quand même considéré comme un état de production dans lequel vous devez intervenir. Là. Exact. Puis on espère en voir de plus en plus. Là, il y a beaucoup de serverless, il y a du PaaS. On joue beaucoup avec les conteneurs, mais plus tard, les LLM, les plugins, les modèles, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire. Peut-être être capable de passer au travers de protection sur un agent conversationnel, comme on voit les attaques récentes là, à être exploitées de cette façon-là. Je pense que ça serait un gros plus-value. On va voir les listes de challenge de l'année prochaine. Ça, c'est certain. Oui, puis tant qu'à parler, tu parles déjà de l'année prochaine. Ce que tu me mentionnais, c'est quand même un long cycle de préparation. Ça prend quand même plusieurs mois. Vous avez, pour le Hackfest cette année, vous avez quand même commencé assez tôt cette année pour arriver à déployer parce que c'est pas simple. Les challenges sont complexes. Vous êtes dans une infrastructure complexe, donc vous n'arrivez pas là la veille puis vous mettez en place. Il y a quand même un bon niveau de préparation préalable pour arriver à quelque chose d'autant plus fun puis qui atteint les objectifs. Là. Oui, fait qu'on a commencé, je pense, en avril-mai cette année, côté logistique, quelles infrastructures vont être disponibles, la nature des challenges, comment qu'on va connecter les choses, qu'est-ce qui va être utilisé comme infrastructure aussi.
Donc, les nouveaux défis, comme on avait les Challenge Active Directory cette année, on a fait un nouvel essai, on a installé nos agents XDR dessus pour avoir de la visibilité sur le challenge, même au niveau de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du serveur jusqu'à notre outil de SOC. Fait qu'on a vraiment été capable d'aller chercher pour nous, dans le fond, plus de visibilité sur qu'est-ce qui était normal ou pas. Et tout ça demande à déployer des packages, faire des images, avoir des infos sur l'infra, qu'est-ce qu'on va consommer et qu'est-ce qu'on va déployer aussi. De notre côté, préparer toute la belle shopping cart pour avoir les différentes solutions, les versions, puis les fonctionnalités qu'on veut mettre en place dépendamment des challenges, demande du temps, de la préparation. Et aussi, il y a de l'arrimage à faire avec l'équipe du Hackfest et également là, Netsatori qui est sur place pour tout le volet sans fil, switching, qualité de service, qu'on va chercher leur information parce qu'on a besoin de l'identité des usagers puis de garantir une traçabilité de bout en bout. Fait que c'est beaucoup de collaboration. Oui, puis du côté Palo Alto, c'est quand même, tu n'étais pas tout seul. J'avais quand même une bonne équipe qui était là pour supporter ça parce que c'est pas simple. Ce que tu me mentionnais en préalable, c'est que vous étiez juste en mode détection, pas en mode blocage. Donc, ça vous demande quand même un petit peu plus d'intervention humaine et aussi un peu plus de préparation pour vous éviter d'avoir trop de travail. Fait que peux-tu me parler un peu de la composition de l'équipe et les travaux qui sont associés à ça? Oui, fait que comme nouveauté cette année, on a comme pris une tournure pour répliquer vraiment un organigramme de SOC traditionnel. Fait qu'on on avait des rôles de SOC manager, d'analyste tiers 1, tiers 2, tiers 3, un network security analyst. Fait qu'on avait scindé nos rôles pour être capable de gérer, c'est 24 heures le CTF. Fait qu'on part de 19h30 le jeudi jusqu'à 19h30 le vendredi, ce qui demande à les soupers, la nuit, tout ça, c'est quand même des défis à prendre en compte. Fait qu'on est quand même 14 ressources à venir sur place et établir cette veille-là. Puis comme tu le mentionnes, Nicolas, c'est entièrement en détection seulement. Je pense qu'on a bloqué un événement, puis c'est quelqu'un qui essayait directement de faire de l'injection sur la page de login du Wi-Fi. Je pense qu'on a un prevented event, c'est tout. C'était normal parce que normalement, les challenges ne sont pas là. Mais overall, puis l'équipe de Palo qui se déplace, c'est l'équipe locale, c'est des ressources principalement en pré-vente. Fait que pour nous, c'est l'occasion de construire le SOC, de faire l'automatisation, de jouer avec les fonctionnalités dans un environnement de production qui est excessivement bruyant. Fait que les C2, les malwares, les exploitations de vulnérabilité, c'est choses communes. Ça nous donne énormément d'expérience à pouvoir utiliser ces outils-là dans un environnement réel et d'avoir des gens qui viennent de différents types de background. On en avait qui viennent de red teaming, il y en a qui viennent du domaine du cloud, il y en a qui sont qui étaient directeurs du SOC avant. Moi, je viens de la livraison au niveau des pare-feux. Fait qu'on se met tout ensemble puis on se donne des rôles de responsabilité pour mener à bien, dans le fond, le montage de cette infrastructure-là là, durant les quelques jours qu'on arrive d'avant et les mois qui sont juste avant. Là. C'est très chouette ça, puis ça doit être très excitant d'être de votre côté. Là. Je suis pas, moi, je suis plus un gars défensif, fait que c'est plus le côté qui va m'allumer que le côté CTF lui-même, justement de regarder qu'est-ce qui se passe, de voir les alertes, de voir les choses, de réagir, d'aller taper sur l'épaule d'une personne qui fait quelque chose qui est pas supposé faire, puis que tu fais c'est-tu normal ton geste, puis d'analyser, puis tout ça, bref. Moi, ça me. Je suis tout excité juste à savoir ce que vous avez pu faire. Là. Ouais, pour même la première fois cette année, on a eu de la demande pour venir au SOC faire des chiffres de travail avec nous. Fait qu'on n'avait jamais eu ça avant. On a eu de la demande juste avant l'événement. On s'est fait, OK, il y a du monde qui va venir, juste s'asseoir puis travailler dans un événement qu'on est supposé comme. Il y a des conférences, il y a des villages, mais il voulait vraiment, je veux voir comment vous voyez les choses. Fait qu'on va probablement prévoir pour l'année prochaine ce type de position-là parce qu'on était vraiment pas prêts. Là, même côté logistique, il y a des comptes derrière, il y a de l'imputabilité avec le Hackfest, mais sachant qu'il y a du monde qui va venir s'installer avec nous autres puis juste faire un petit après-midi de threat hunting. Ben, je serais de ceux qui seraient intéressés à ça parce que je suis vraiment du côté défensif. Donc, l'opportunité de jouer avec toute la suite des logiciels Palo, c'est déjà quelque chose de le fun. Et d'avoir un événement semi-réel ou en tout cas du moins hostile dans lequel tu es capable de faire de l'analyse puis d'enrichir ta compétence de Blue Team. Là. Non, exactement. Fait qu'on l'avait pas vu comme ça parce que nous, on le voit comme ça fait partie de notre présence à l'événement. Il y en a qui sont, disons, au kiosque de vente, vont parler aux clients. Nous, on est vraiment au SOC puis
on prend ça pour, c'est comme une continuité de notre travail, de voir ça que les gens sont intéressés à juste venir avoir du fun avec nous autres. C'est tant mieux. En plus, on a une machine à café, un frigo plein de Red Bull et on est bien équipé pour recevoir, mais ça prend beaucoup de sucre. De façon compréhensible, il faut tenir ça réveillé dans un sac. Là. Absolument. Puis sinon, quand on voit un petit peu pourquoi qu'on est là, parce qu'on dit un petit peu l'objectif derrière tout ça, c'est parce qu'il y a des événements qui sont arrivés dans le passé qui justifient le fait qu'on fait à chaque année la sécurité. Fait que pour donner quelques petites stats intéressantes, 2022, il y a eu un participant qui est venu au Hackfest. Il ne participait à aucun challenge, puis il est venu déployer des malwares. Fait qu'on a trouvé, dans le fond, sur un envoi, un faux CAPTCHA qui était imbriqué dans un fichier PDF qui était déployé en Russie via le Vietnam. Fait que la personne était vraiment juste là pour se fier que l'environnement est très bruyant, il y a des CVE, il y a plein de choses qui sont déployées, des PowerShell qui font des actions malicieuses. Et il se dit, moi, comme je vais pouvoir m'installer là, j'ai payé ma place, je vais pouvoir profiter de cet événement-là undercover et déployer des choses. Fait que ça, on avait vu ça en 2022. La personne a été trouvée, la personne a été bannie. Fait que ça ne sera plus jamais un problème de ce côté-là. Mais à chaque année, on a toujours un petit truc qui arrive. 2023, on avait des gens qui avaient des machines infectées qui sont venus à l'intérieur du Hackfest. Même sans leur connaissance, dont le nom d'une VM qui pense être un Kali++ venant d'un torrent douteux, il y avait un C2 à l'intérieur, puis il faisait du beaconing vers l'externe. Fait qu'on avait même les gens qui ne sont pas au courant, qui peuvent avoir un impact sur le Hackfest, on est également là pour ça. Et il y avait des gens qui ont fait du DDoS sur des infrastructures du Hackfest, sur les pages de provisioning, sur les trucs comme ça qui ne sont pas tolérés. Puis ça nuit à l'expérience de tout le monde en plus. Fait qu'il y en va aussi du service que le Hackfest donne. Puis il y en a qui créent des faux points d'accès Wi-Fi pour les gens se connectent par hasard. Oui, puis pour de plus loin que ça, il y a les Wi-Fi, des environnants ont été hackés. Il y a plein de choses comme ça qui, effectivement, nécessitent un minimum de surveillance pour s'assurer que l'événement soit bien accueilli dans les environnements physiques qui l'hébergent. Puis justement, ça favorise justement cette assurance-là que ça va mieux se passer. Là. Eux autres, c'est vraiment de dire l'organisation, ils n'ont pas à s'en occuper. C'est dans nos mains, on le prend de bout en bout. Ils peuvent se focusser sur les challenges, sur l'infrastructure, sur créer, dans le fond, ce qui sera beau parce que c'est tout bénévole. C'est les gens qui font les challenges, les gens qui organisent tout ça. Fait que c'est un gros plus-value. Puis pour donner une idée des statistiques pour cette année, à quel point il y a du volume qu'on regarde, c'est à peu près 486 gigs de données en 24 heures. Donc, de données venant des différentes composantes qu'on va chercher des journaux, des logs. 31,4 millions de menaces uniques. C'est-à-dire chaque vulnérabilité, exploitation, commande qui vont dans une catégorie qui est une menace. Il y en a énormément. Puis ça nous a généré de notre côté 11 300 alertes converties en 1000-ish incidents, dont on a réussi à la fin à en traiter 663 de manière automatisée. Fait qu'à peu près un petit peu plus que la moitié à cause de c'est des détections de CVE qui sont supposées être là. C'est des memory dumps sur des challenges AD qui sont normales. Fait que tout ça aussi, nous autres, on apprend à voir est-ce qu'il y a des choses anormales ou normales qui peuvent se dérouler ou des stratégies peut-être un petit peu différentes que les participants pensent puis qu'on ne pensait pas. Il a utilisé à la place de faire le challenge de la façon qui était supposé être faite, il a pris un backdoor ailleurs et ça l'a donné un résultat différent. Et ça, c'est dans le cadre du Hackfest, donc il n'y a pas de problème. On a même un défi SCADA cette année qui revenait pour la deuxième fois. On voyait des protocoles comme du BACnet, des protocoles d'automatisation industrielle. Fait qu'on était aussi en mode découverte pour savoir est-ce que c'est normal des comportements qui touchent un petit peu à ces différentes composantes-là. Très intéressant. Puis l'aspect automatisation, puis ça, on en parlait un peu en préparation. Vous aviez déjà développé tout ça justement pour baliser, pour ne pas vous être submergé des attaques dites normales dans le contexte dans lequel vous êtes, parce que les vulnérabilités sont voulues. L'autre aspect à ça, les vulnérabilités non voulues, est-ce que vous avez eu à discuter avec les challenge designers justement pour s'assurer que si il y a quelque chose d'anormal qui se passe, et s'il y a une correction, qu'il y a des gestes à porter pour justement peut-être réduire un problème qui n'était pas planifié, là, parce qu'il y a beaucoup d'imagination chez les attaquants que des fois, on a de la misère à prévoir du niveau des gens qui designent les challenges?
Non, c'est un très bon point. Puis cette année, c'est pour ça qu'on commence d'avance justement à connecter les challenges, à aller chercher les informations. Fait que tous les challenges sont infonuagiques. Fait qu'on avait connecté 2 semaines avant directement les infrastructures. Puis on faisait déjà de l'audit sur les composants. Donc, on avait déjà vu sur les challenges, disons qu'on avait nos endpoints, les différentes vulnérabilités, les problèmes qu'on avait remarqués, et également sur les challenges infonuagiques. Et on a mentionné, on a fait un rapport pour indiquer, est-ce que tu peux nous confirmer que tout ça, c'est normal, des CVE qui sont présents ou des ressources exposées qui sont supposées être là, juste pour être certain qu'on n'a pas quelque chose qui pourrait être d'un danger pour l'infrastructure elle-même. Donc, sortir dans le fond du cadre établi, parce que chaque défi, disons, je prends celui-là de Active Directory en exemple, chaque équipe avait son propre set de 5 serveurs, fois 55 équipes. On avait quand même 330 participants. Et sachant qu'une vulnérabilité pourrait causer, mettons, de sortir de l'environnement qui leur sont octroyés ou peut-être de générer du compute additionnel qui pourrait créer des coûts, ben, il fallait s'en assurer avant qu'on démarre là, le CTF là, le jeudi 19h30. Fait que tout ça, on se donne un bon buffer d'à peu près 2 semaines là, pour passer au travers de ces analyses-là puis de regarder vraiment est-ce que c'est une vulnérabilité d'un qui est confirmée. Est-ce que c'est exposé? Est-ce que c'est exploitable? Puis des fois, ben, on l'a fait pour s'amuser. Là. On ne le met pas public parce que ça gâcherait un peu le défi, mais on fait de l'attack surface management puis du exposure management. Fait toutes les vulnérabilités sur les challenges, les portes d'entrée, on les avait. Mais on veut juste s'assurer que est-ce qu'on les laisse là? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est intégré à certains toolkits, à la Metasploit ou dans un Kali? Est-ce qu'on les conserve là ou est-ce que c'est quelque chose qui va gâcher le challenge parce qu'il va avoir une facilité de le faire, par exemple? Chercher certains flags. Ah, c'est super intéressant, justement, le travail préalable, justement, pour guider les équipes, les challenge designers, justement, pour les baliser correctement, puis eux aussi ont dû apprendre beaucoup de choses à travers cette expérience-là. C'est vraiment très intéressant que, dans le fond, on est dans un contexte de Purple Team, si on veut, là, que les deux se trouvent dans un contexte commun d'amélioration, puis de faire que les challenges demeurent intéressants, puis ne soient pas gâchés, mais d'atteindre l'objectif de ceux qui ont créés, là. Exactement. Puis le prochain défi qu'on va avoir l'année prochaine, un défi qu'on veut s'imposer parce qu'on est masochiste à un certain point, on veut plus sécuriser que ce que le client demande, c'est d'aller s'imbriquer dans le pipeline de développement puis de les avoir au niveau du code. D'être capable de retracer ce code-là qui a généré cette fonction-là qui roule sur ce conteneur-là, puis que le challenge de la table 5, user 4, il essaye de consommer. On peut retrouver, mettons, le CVE au travers du package open source qu'il utilise, puis de pouvoir le retracer, mais ça, c'est plus un exercice de geek de notre côté, de vouloir aller toute la traçabilité jusque dans le code sur quelque chose qui va se passer là, dans l'événement. Oui, c'est intéressant, puis parce que tu en parles, parce que c'est disponible pour les entreprises, c'est des produits qui existent, que les entreprises peuvent déployer justement pour améliorer leur posture de sécurité, qui clairement n'est pas déployé massivement parce qu'on a encore tellement de problèmes qui pourraient être réglés facilement ou minimalement être alertés par ce genre de choses-là. Donc, c'est très intéressant de le voir dans un environnement synthétique comme ça, puis ce que vous réussissez à faire avec ça, puis comment vous êtes capable de pousser les outils que vous avez dans les mains jusqu'à très loin, là, somme toute. Là. C'est quand même un bon défi. Puis on a une équipe qui donne des gros coups de main justement parce que c'est des solutions quand même qui sont. C'est remplacer un SIM, les équipements Next Generation, c'est d'installer dans le cloud. Ça demande quand même un petit peu de configuration puis de connaissances pour implanter ça puis de faire fonctionner ça. Le fine-tuning prend un petit peu de temps aussi. Une fois qu'on a cette visibilité-là, c'est dur de retourner en arrière puis de retirer des fonctions parce qu'on se retrouve avec de l'utilisateur au complet sur son chemin d'attaque par le réseau, par le cloud, par le code, par le CVE exposé. Et pour nous autres, ça nous donne dans le fond une raison de dire on l'a vécu dans un environnement de production, ce type de situation-là, puis avec ces différents modules-là, on est capable de promouvoir, il y a un manque à gagner pour l'entreprise X, Y ou Z qui veut sécuriser ses pipelines de développement ou juste avoir traçabilité de l'utilisateur sur qu'est-ce qu'il fait dans son réseau. On l'a vécu, on l'a mis en place, puis on peut indiquer clairement qu'est-ce que ça va apporter, puis c'est quoi le niveau de complexité qui est requis également, parce qu'on a mis les mains dedans. Oui, pour votre travail de pré-vente, c'est tout à fait génial d'avoir cette expérience-là parce que c'est pas pur théorique dans un petit lab maison. C'est vraiment une expérience
peut-être pas de vraie production, mais quand même d'un environnement qui se rapproche à ce qu'on pourrait retrouver dans un environnement de production ou au minimum ou d'être capable de l'imaginer dans un environnement de production qui dépasse largement. Fait que c'est fantastique. Pour l'équipe de Palo aussi, c'est très sharp de pouvoir jouer avec ça dans un contexte un peu plus réel que les trainings standards qu'on pourrait avoir, là. Oui, exact. Puis ça sera jamais. Les environnements de démo ont de la donnée de ce qu'on appelle la mock data, donc des données fictives. Les environnements qu'on peut se faire, on a des sources de données souvent limitées. On n'aura pas vraiment une corrélation pour dire j'ai complètement une infrastructure sans fil qui va feeder mon pare-feu, qui regarde que mon SOC va intégrer. C'est toute l'étape une fois par année que pas mal toute l'équipe a hâte, c'est d'aller se mettre les mains dedans et d'analyser ça. Puis en même temps, optionnellement, on met nos dashboards, on met nos statistiques là, live au niveau du SOC. Puis à chaque fois, on a des gens qui viennent nous voir, qui veulent savoir un peu comment ça se fait parce que c'est des choses qui ne sont pas vues, on va dire, souvent en entreprise, là, d'avoir ce niveau de détail-là, puis comment qu'on arrive à l'obtenir. Comment qu'on arrive aussi à répondre, automatiser, se rendre un résultat qui fait qu'on avait j'ai oublié de sortir les statistiques de MTDD, MTTR, le Mean Time to Respond, Mean Time to Detect, mais c'était en dessous de 15 minutes, je pense, de mémoire. Fait que juste d'atteindre ce niveau-là qu'on était capable de flaguer quelque chose, l'analyser, puis de régler l'incident ou de l'automatiser par la suite parce que c'était du faux positif, c'est des CVE qui étaient supposés être là ou des types d'attaques qui sont normales pour le challenge visé. On est capable de quand même montrer que c'est possible d'atteindre ce niveau de maturité-là. Oui, puis c'est le fun, comme tu n'as pas les stats, mais tu disais en dessous de 15 minutes. On a vu d'ailleurs cette semaine, là, malheureusement, au fédéral, il n'arrive pas à ces temps-là de 15 minutes qui est exceptionnel. On nommera pas les informations du fédéral pour ne pas les shamer pour rien, mais ça démontre quand même que même une organisation avec des capacités très importantes, parce que le fédéral a quand même toutes 3 branches très importantes qui ont des très grandes capacités cyber, qui même avec leurs capacités, réussissent pas à ce stade-ci d'arriver avec des scores de temps de réponse qui sont aussi impressionnants que ça, là. Non, exact. C'est un défi pour toutes les entreprises là, au Québec, au Canada également, là, d'arriver à avoir autant la technologie, mais aussi les processus, parce que c'est quand même des niveaux de maturité qui demandent de connaître les outils, de reconnaître les menaces, de savoir c'est quelle réponse est nécessaire, d'intégrer différentes composantes qui vont t'aider à accélérer ce temps-là, puis de pouvoir justement te fier sur ce que tu vois comme info, c'est de la bonne info. Parce que des fois, on arrive dans des SOC, ça fait 2 semaines qu'une source de données n'envoie plus d'informations, ils ne savent pas. Tel serveur a arrêté, on n'a plus les logs, ça fait 2 semaines, mais s'il n'y a pas de vérifications qui sont faites, donc on perd une partie de la visibilité. Les incidents sont moins précis ou inexistants parce qu'on a pu justement peut-être un équipement qui initiait ou un équipement de périmètre ou un service web important. Puis par la suite, on a des statistiques qui vont faire du sens parce qu'on n'a pas de processus clair pour maintenir, réagir et améliorer, là. Et d'où l'automatisation qui est un volet important. Le fait qu'au Hackfest, on promouvoit aussi l'automatisation, c'est parce qu'on était rendu à avoir la répétition. Puis sur notre solution XIM, une fois qu'on a réglé 8 incidents de memory dump sur tel serveur, il nous recommande le playbook de le closer automatiquement en disant va faire de l'enrichissement. Puis si c'est exactement sur ce serveur-là, avec cet artefact-là, cette vulnérabilité-là, je te le close puis je te mets une raison X. Parfait. Fait que nous autres, on le laissait aller, puis on utilisait beaucoup l'AI, le machine learning au travers de ça pour streamliner, donc pour vraiment passer le temps sur ceux-là qui n'étaient pas connus ou les méthodes un petit peu plus nouvelles qu'on voyait puis qu'on n'était pas certain. Fait que passer du temps sur l'investigation de choses intéressantes, c'est autant plus le fun pour quelqu'un de ça que juste faire du triage qui est souvent le 90% de la job d'un analyste niveau 1 au SOC. Triage. Oui, puis c'est un des axes où l'intelligence artificielle va vraiment aider les gens, les analystes de SOC, où les choses les plus simples vont être facilement réglées. Donc, il va y avoir moins d'alerte fatigue sur le sens où tout ce qui est banal ou répétitif ou qu'on connaît déjà, va déjà être traité. Ce que vous avez fait dans vos circonstances. Pour vous concentrer sur ce qui est pertinent, comme en entreprise, il faut se concentrer sur les vraies attaques, pas sur le bruit de fond. Donc, d'être capable de trier sans dépenser de l'énergie d'humain à trier des choses qui sont juste du bruit de fond, là.
Oui, exact. Puis c'est autant pour la rétention de personnel que pour avoir un envie d'aller travailler le matin. Mais si tu vas faire du threat hunting, tu vas regarder des artefacts, tu vas interroger des sources de données, puis tu t'en vas beaucoup plus loin dans ton travail, puis tu te laisses l'automatisation régler le bruit sur la ligne, les incidents à moyenne, basse priorité qui ne concernent pas des assets critiques ou que c'est des choses, c'est des vulnérabilités pas exposées sur Internet sans preuve de concept sur qui sont déployés, ben, tu es en train de perdre ton temps ailleurs alors que tu pourrais faire est-ce que sur cet incident-là ou ces sources de données-là, j'ai quelque chose qui m'est plus donné comme info ou je vais découvrir qu'il y a eu un mouvement latéral supplémentaire sur un incident que j'ai peut-être déjà closé qui vient de se réouvrir à cause d'un nouvel événement. Puis là, je suis comme je vais aller plus loin là-dedans, mais j'ai le temps, je peux me concentrer sur là où j'ai du plus-value à mettre mon temps. Effectivement, puis c'est là où l'importance du temps humain, c'est sur les choses qui apportent vraiment de la valeur pour l'organisation et pour l'individu qui le fait, parce que pour avoir travaillé effectivement dans un SOC, quand on fait juste des éléments très, très répétitifs, ça vient engourdir le cerveau et nous donne moins de plaisir au travail, donc nous rend moins vigilants et nous rend moins performants. Donc, de se ramener dans des défis, des choses comme ça, au même titre que le rater, même ça, trouver la faille ou comment rentrer. Le looter, même ça, de trouver l'intrus suspect, subtil, puis d'essayer de le pincer, puis la satisfaction de le pincer, parce que ça m'est déjà arrivé à quelques reprises. Le plaisir de ça donne la valeur au travail qu'on fait vraiment. Là. C'est un peu pour ce même plaisir-là qu'au Hackfest, on se donne le privilège de pouvoir aller taper sur l'épaule de la personne qui fait des choses qui ne devrait pas, et d'aller l'indiquer. C'est peut-être un petit peu trop out of scope ce que tu essayes de faire ou es-tu sûr que ta machine est correctement sécuritaire? Tu es sûr que tu n'utilises pas X, Y ou Z outils? Fait que nous, c'est très live, par exemple. Il y a quelqu'un qui saute d'une chaise, valide le tout là, parce qu'on avait avec notre structure de SOC, notre disons niveau 3 qui allait valider correctement si c'était correct puis avertir les gens. Là. Fait qu'on avait une ligne directrice, ligne de communication directe avec aussi les organisateurs. Au cas où qu'on ait les cas, comme j'ai mentionné là, il y a 2 ans, staging de malware ou des C2, ce genre de choses-là qui n'est pas toléré dans les règles du Hackfest, puis savoir, OK, est-ce qu'on a les différents artefacts nécessaires pour dire que là, c'est un avertissement ou c'est tout simplement la botte. Donc, vu que c'est arrivé une fois, ça va probablement arriver encore, mais cette année, si on peut terminer sur ce volet-là, pour donner un petit peu des statistiques de qu'est-ce qu'on voit, ça a été une année tranquille. On a eu quelques avertissements sur des outils ou des façons de faire qui étaient un petit peu houleuses, mais rien qui visait les infrastructures directes du Hackfest, qui n'était pas du staging. C'était plus des choses un petit peu plus drôles qu'autre chose, mais il y en a des fois qui, à force d'essayer certaines choses plusieurs fois, vont ambitionner sur la capacité de certains challenges, mais autrement, ça a quand même été relax. On a des gens qui ont essayé d'utiliser des vulnérabilités d'imprimante Lexmark sur un défi de page web dans le cloud. Donc, on voyait la pauvre personne peut-être aller trop loin dans ces types de vulnérabilités à exploiter et s'est lancé sur tout ce qui était des imprimantes, alors qu'il n'y en avait pas d'imprimantes dans les défis, là, pas depuis vraiment longtemps là, de ce que je connais. Là. Oui, est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres anecdotes à relater justement par rapport à ce qui s'est passé cette année? Oui, il y avait un défi qui était fait pour utiliser ce qu'on appelle des serveurs DNS. Pour valider si un serveur DNS est de confiance, on utilise ce qu'on appelle un DGA, donc un Dynamically Generated Address. Fait que dans le fond, tu envoies une adresse qui est fausse, qui n'existe pas, puis tu indiques au serveur DNS, réponds-moi. S'il te répond avec une adresse IP, tu sais que ce serveur DNS-là te dit de la bullshit. Il t'indique que, j'ai pas vraiment de confiance si je te donne une adresse DNS, puis tu me réponds à une adresse IP parce que cette adresse-là, j'ai validé de l'autre côté qu'elle n'existe pas. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui était vraiment, vraiment, vraiment paranoïaque. Fait qu'il a envoyé 929 tentatives sur une liste de nom de domaine qui n'existe pas sur le même serveur DNS en se disant je vais vraiment le tester là, excessivement beaucoup pour être certain qu'il est de confiance. Puis on voyait dans le fond, on s'est quasiment vu comme du DDoS DNS de notre côté avec la liste de DGA qui est souvent utilisée dans du C2. C'est pour ça que ça lève des alertes de notre côté parce qu'en bout de ligne, c'est souvent utilisé pour dire je vais envoyer des instructions parce que j'ai une machine infectée ou j'ai besoin d'une commande qui rentre par DNS qui est utilisée. On est allé prévenir le dit individu
ce volet-là. Puis on a aussi le volet statistique à la fin que Frank, qui est celui qui s'occupe du CTF, aime bien avoir. Et le gros focus cette année, c'est de savoir comment l'AI a été utilisé au niveau des challenges. L'année passée, on a fait un petit rapport. C'était sommaire, on avait un peu. Cette année, on avait quand même 242 utilisateurs uniques qui utilisaient ChatGPT dans les challenges. Donc, on se retrouvait quand même avec que l'AI prend énormément de place. Puis on l'a même vu dans des commentaires de gens qui ont été au CTF, à quel point l'AI leur a aidé d'avoir une nouvelle perspective, peut-être d'essayer des choses qu'ils n'auraient pas pensé. Mais pour les gens qui sont là pour se creuser la tête sans l'utiliser, c'est le 2/3 des utilisateurs qui ont eu recours à juste ChatGPT. Puis ce qu'on a trouvé drôle, c'est qu'il y avait 68 utilisateurs qui ont utilisé Bing AI. Fait que je ne sais pas s'il n'y avait pas d'argent pour une souscription Gemini ou une souscription de OpenAI, mais Bing AI était apparemment la version de secours utilisée pour ces 68 utilisateurs-là. On ne sait pas s'ils sont rendus loin, j'imagine. Peut-être, peut-être pas. Mais c'est une belle surprise. Ouais, ben c'est un peu étonnant. Ben, en tout cas, en même temps, c'est peut-être un peu un cas désespéré où les gens, justement, essaient de trouver quelque chose ou qui ont vu, justement, d'autres mondes autour d'eux qui utilisaient du AI puis se sentaient pénalisés par rapport à ça. J'avais déjà abordé cette situation-là dans un autre contexte plus tôt cette année, puis effectivement, c'est en émergence, mais je pense que c'est en émergence de façon improvisée. Et c'est l'année prochaine qu'on va voir émerger des éléments beaucoup plus sophistiqués, notamment avec du MCP qui vont venir appuyer des challenges. Au lieu de juste bander des idées avec le AI, ben là, ça va être genre, on va parler avec des modules spécialisés en reverse, en pentest, en peu importe, qui vont rajouter une couche supplémentaire. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se matérialiser dans les attaques et comment les challenge designers vont accueillir ça et se préparer à cet élément-là aussi pour que ça ne devienne pas juste une marche dans le parc de faire l'exercice, parce qu'il y a quand même le but du CTF est d'apprendre. Fait que si tu fais juste déléguer au AI le travail, là, tu perds un peu le plaisir intellectuel qui est associé à faire un CTF. Là. Tu dis, dans l'absolu. Là. Exact. Fait que là, à la fin de l'événement, tu donnes-tu le prix à OpenAI ou tu donnes le prix à l'équipe qui a utilisé OpenAI? Là? On s'arrive à du AIception. Là. Qu'est-ce qui est vraiment consommé derrière tout ça? Mais effectivement, fait que la cérémonie de clôture, j'ai hâte de voir l'année prochaine à quel point est-ce qu'il va y avoir des challenges là-dessus? Est-ce qu'on va avoir plus de données pour peut-être se mettre devant les LLM puis regarder qu'est-ce qui est réellement consommé? Ou les Call API également. Fait à ce point-là, on a vraiment hâte de voir comment ça va se diriger. Mais c'est ça. Pour cette année, beaucoup d'utilisation d'agents conversationnels pour s'aider dans les challenges. Pas encore de challenge AI, mais on arrive sous peu. Et sur les menaces uniques, bref, on voit ça exploser chaque année. C'est encore plus, c'est encore plus, c'est encore plus. Les outils deviennent plus performants. On arrive même avec des outils AI dédiés pour faire du pen testing qui vont peut-être être utilisés prochainement. Je suis vraiment curieux de voir comment que ça va être exploité. Mais autrement, c'est de la donnée qu'on va partager comme d'habitude à la cérémonie de clôture du Hackfest l'année prochaine avec l'entièreté des statistiques puis qu'est-ce qui est arrivé en bout de ligne. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes que tu veux relater sur l'édition de cette année? Il y en a une petite dernière qui était assez intéressante. Je dirais assez spicy. Oui, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Un de nos collègues, Clément Cruchet, a fait un challenge sur GCP. Et ce challenge-là avait apparemment beaucoup plus de liberté sur certains droits et permissions d'utilisation sur ces fonctions qui sont utilisées au niveau du défi. Et ce que ça l'a permis de faire à une certaine équipe que je ne nommerai pas, c'est d'uploader des photos de Vladimir Poutine avec des pectoraux plus gros que la normale que j'ai dû censurer pour la cérémonie de clôture. Donc, on avait beaucoup de Vladimir.jpg qui sont retrouvés. Ça faisait vraiment pas partie du challenge. Je pense qu'ils ont juste vu la possibilité des permissions à faire, puis ils sont juste dit hey, on va déposer plein de choses juste pour rire un petit peu. Fait que celle-là, on l'a vraiment trouvé drôle quand on l'a vu passer. Vous dire que quand tu as assez de temps pour faire le CTF, mais que tu dis on va prendre un petit 15-20 minutes pour faire des tests, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le challenge de ce pauvre Clément.
Ouais, puis ça permet de voir aussi que l'aspect ludique demeure présent dans l'ensemble de l'événement. C'est que c'est très intéressant. Puis, dans le fond, les gens sont là pour s'amuser. Fait que ça c'est un bel exemple. Un petit peu spicy, mais un bel exemple que les gens ont fait une blague au passage et se sont amusés avec ce genre de choses-là. Très intéressant. Merci énormément de ce partage-là. Je trouve ça merveilleux, cette façon, cette approche-là qui est utilisée, justement, autant pour l'exposition des outils de Palo, autant pour la sécurité que ça apporte pour le Hackfest, que ça offre une panoplie de choses très intéressantes. Puis en plus de le partager comme ça, c'est encore plus intéressant justement pour allumer puis éveiller les gens à toutes ces choses-là. Ouais, merci pour l'invitation. Puis pour ceux qui sont intéressés, on va être encore au SOC l'année prochaine. Venez nous voir, venez vous poser des questions, venez voir qu'est-ce qu'on voit. Puis peut-être qu'on aura d'autres anecdotes à ce moment-ci en même temps l'année prochaine pour un autre suivi, j'imagine. Ben oui, on va en profiter de ce qu'on verra pour l'an prochain, mais merci énormément. Toujours un plaisir, Nicolas.